Les mains d'un gardien, c'est son outil de travail. Et pour ne rien laisser filer, vous le savez, il faut du grip. La dernière technologie des gants Decathlon a de quoi vous aider dans vos prises de balles. Le Gigagrip, avec ses 3,5 mm de latex et 3 mm de mousse, a une accroche parfaite. Selon votre style de jeu, vous avez le choix entre un gant plus traditionnel avec le Viralto ou un plus moderne avec le CLR. En Ligue 2, Florian Escalès et Pierre Patron les ont déjà adoptés. Donc si ça vous intéresse vous aussi, retrouvez tous les gants de Decathlon en lien dans la biographie du compte sur les réseaux sociaux de La Voix des Gardiens. J'en profite pour les remercier une nouvelle fois de soutenir le podcast et de vous proposer ce nouvel épisode. Il y a des moments où il ne faut pas faire d'erreur. C'est comme quand tu commences une carrière en Ligue 1 avec tes jeunes gardiens. Si au bout de 10 matchs, tu as fait une grosse erreur, 2 matchs moyens, là, ça commence à... Par contre, si au bout de 10 matchs, tu as montré beaucoup de solidité, bah là, c'est bon, c'est parti. Donc, il y a des périodes charnières à tous les niveaux. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Vous en avez l'habitude, depuis 2 saisons, mes invités se livrent avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. Pour cette saison 3, on va de nouveau se pencher sur le poste, la grande famille des gardiens de but, qu'importe le sport. Un poste à part, diront certains, pour les fous, diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Et si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, 2 saisons vous attendent. Pour les réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Et pour ce nouvel épisode de La Voix des Gardiens, on va de nouveau s'intéresser au football féminin. On enregistre cet épisode avant les matchs de Nation League qui ont lieu cette semaine, mais c'est vers l'Euro en Suisse en juillet prochain que l'on va se tourner. Après avoir reçu Pauline Perromagnin en fin de saison 1, j'accueille l'entraîneur des gardiennes des Bleus depuis novembre dernier. Bonjour Lionel Letizy. Bonjour. Alors on va également parler de ta carrière de joueur à toi, d'abord, de tes 2 passages à Nice, au Grand Metz des années 90, en passant par Glasgow et surtout le PSG, et ce binôme très complice avec Jérôme Alonso, mais aussi l'équipe de France, les bons comme les moins bons souvenirs des Jeux Olympiques de 96 à la Coupe du Monde 98, avant cette carrière d'entraîneur. Mais avant de parler de tout ça, première question, je la pose à tous les invités, c'est quoi un bon gardien aujourd'hui, en 2025 ? Alors un bon gardien en 2025, c'est un gardien qui est complet, qui prend pas de but, et qui est capable d'influer sur son équipe. Voilà. Est-ce que c'est la même définition pour une bonne gardienne en 2025 ? Toujours pareil. On ne fait pas de différence. On parlera de ton nouveau vécu avec les gardiens de l'équipe de France. Avant ça, on va retracer ta carrière. Comment tu es devenu gardien de but, toi ? Ce qui t'a plu les premières fois ? Moi, c'est un peu dans les gènes parce que mon père était gardien, mon grand-père était gardien, et puis quand je jouais dans le quartier à Nice, j'ai joué gardien. Je me suis même pas posé la question, donc quand j'ai intégré mon premier club, à Saint-Sylvestre, j'ai été directement dans les buts, c'est le poste en fait qui me plaisait. Et qu'est-ce qui t'a plu les premières fois que tu étais dans les C'était buts de plonger. C'était de plonger à droite, à gauche, me rouler par terre. Voilà. Et est-ce que le fait que ton grand-père était gardien, ton père était gardien, est-ce que ça a joué dans tout ça ou je suppose qu'il y a, ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même dans la génétique. Et puis après, moi, je suis d'une famille de footballeurs parce que mes oncles aussi jouaient au football. On était supporters de l'EC Nice, on allait voir les matchs. Et puis c'est mon père en fait qui m'a tout appris en tant que jeune gardien. C'est lui qui m'a appris les bases. Concernant Nice, tu disais Saint-Sylvestre, c'est un petit club à côté de Nice. Tu arrives après au centre d'information de Nice. Comment ça se passe ces années-là, quand tu découvres le poste, que tu commences à grandir aussi, à comprendre que ça devient sérieux comment ça se passe ? Bon, jusqu'à 16-17 ans, je jouais vraiment pour le plaisir. J'allais à l'école normalement, et puis on s'entraînait 3 fois par semaine, on jouait le week-end. Donc moi je pensais pas à une carrière. C'est à partir du moment où je suis rentré au centre de formation à Nice, donc ça devait être en 89 je crois, que là, oui, à partir du moment où on se lance dans cette aventure-là, on se dit, on va essayer de mettre les choses en place pour réussir. Et qu'est-ce qui était le plus important pour toi quand tu es arrivé au centre de formation, les choses que tu as compris sportivement au niveau du poste qui étaient essentielles pour se dire qu'il y avait possibilité de réussir ? C'était le mental, c'était technique, c'était... Non, au départ, c'est beaucoup la technique. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser le poste, il faut maîtriser les gestes. Après, il faut avoir un gros
un gros mental aussi, parce que c'est un poste un petit peu particulier. Il y a la concurrence, et puis on a quand même pas mal de responsabilités. C'est un poste à responsabilité, mais quand on est jeune, en tout cas, j'ai pas le souvenir je m'en ai pas spécialement compte. C'est-à-dire que je jouais, moi, pour gagner des matchs. Voilà. Et concernant l'entraînement, Jérôme Alonso, qui était le premier invité de ce podcast, disait que vous aviez du trampoline, que vous aviez des choses un peu novatrices qui ne se faisaient pas encore ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler aussi de cette période-là Oui, où tu découvrais non, au centre, au centre de formation, on avait Eugène Santurioni qui nous faisait des spécifiques. Alors, c'était souvent le mardi matin. Et c'est vrai que de temps en temps, on allait faire un petit peu d'autres sports pour découvrir notre activité qui était complémentaire au foot. Par exemple, le trampoline, c'était tout ce qui est maîtrise de l'espace, du corps dans l'espace. Donc c'était sympa, on travaillait par cycle. Et ouais, je pense que ça nous a fait du bien. Est-ce que toi, tu l'as gardé ça maintenant, d'aller vers d'autres disciplines Ouais, quand j'étais à l'EC Nice, par exemple, entraîneur gardien, que ce soit des pros ou ensuite à la formation, j'essayais de les ouvrir un petit peu à d'autres pratiques. Déjà pour sortir un petit peu du foot, et puis pour aller prendre ce qui pouvait nous servir aussi dans d'autres pratiques sportives. Concernant l'EGC Nice, tu es champion de D2 en 94, tu commences en 93, tu joues quelques matchs la première saison, tu joues un peu plus la deuxième. Comment ça se passe tes débuts? Toi qui es niçois, le fait de jouer pour la première fois pour Nice Bah oui, pour moi c'était logique en fait, c'était la suite logique. J'étais formé à Nice et j'ai commencé en pro à Nice. Alors on a eu des circonstances un petit peu favorables toute cette génération parce que le club avait été rétrogradé 2 années avant par la DNCG et ils n'avaient pas beaucoup de moyens, le club n'avait pas beaucoup de moyens, ils ont été obligés de s'appuyer sur toute une génération de jeunes joueurs sortis du centre de formation. Mais moi j'étais là au bon moment, au bon endroit, mais moi après j'ai su prendre aussi ma chance parce que c'est à un moment donné quand vous jouez il faut s'imposer, il faut être bon et ça s'est bien passé. Et sur tes premiers matchs, est-ce que y avait, je sais pas, de la pression ou alors c'était l'objectif que tu avais en tête depuis longtemps, donc c'était une forme d'accomplissement et de suite logique? Il y a toujours de la pression. Du premier match au dernier match, il y a toujours eu de la pression. Après, mon premier match, il est particulier parce je remplaçais Gilles Morisseau qui était blessé et on a été joué à Istres. Et puis on a perdu 1-0 sur une grosse erreur de ma part. Donc voilà, j'ai commencé en faisant une grosse erreur, mais bon, ça n'a pas empêché après, derrière, de rectifier et puis de faire ma carrière. Et comment, du coup, tu te remets de cette erreur-là? Alors, sur le match, mais surtout sur la semaine d'après et quand tu retournes à l'entraînement il faut faire abstraction, il faut continuer à travailler. Et puis, c'est là où je te disais tout à l'heure, il faut quand même, quand on est gardien, il faut avoir un mental solide parce que ça fait partie du métier. Et ce côté très bon techniquement, quand tu comprends que c'est important pour toi, et après, pendant ta carrière, tu étais réputé pour être un gardien qui était très bon techniquement, ça te vient d'où, ce côté sérieux Ce que je disais, moi c'est ça, je le dois à mon père, parce que c'est lui qui m'a appris les bases, la prise de balle, les déplacements, la coordination, et tout ça, j'ai travaillé de ça quand j'étais petit, et je l'ai travaillé tout au long de ma carrière, donc c'est parce que j'étais bien formé que ensuite, bah oui, j'étais un peu réputé pour quelqu'un qui avait une bonne technique, qui gardait les ballons, qui sentait un peu le jeu. Voilà, c'est parce qu'au départ, je suis bien formé. Après le l'OGC Nice, tu pars à Metz, qui devient le Grand Metz, celui des belles années de la fin des années 90. Pour commencer cette partie sur le FC Metz, je vais te laisser écouter une question mystère. C'est la question d'un ex-coéquipier. Oui. Je vais te la laisser écouter et je te laisserai y répondre. Salut Lionel, écoute, j'espère que tu vas bien, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Je souhaitais te poser une question, puisque je sais que c'était une de tes interrogations lorsqu'on était en équipe de France Espoir ensemble, et que toi, le niçois, le sudiste, très attaché à tes origines, tu me posais beaucoup de questions et tu avais un peu d'inquiétude sur le fait de venir à Metz, dans une région où il faisait un petit peu plus froid, et tu demandais et tu posais beaucoup de questions sur la mentalité des gens, et j'aurais voulu savoir quel était ton retour après cette expérience, ce changement, même si tu es revenu dans ta région natale par la suite, mais c'était ma question, et
Je t'embrasse et j'espère te revoir bientôt. Salut Lionel. C'est David Terrier, non? C'est David Terrier. Ouais, j'ai reconnu la voix. C'est vrai qu'on était en espoir ensemble. J'ai passé 4 années magnifiques à Metz. Franchement, je me suis rapidement adapté parce qu'à l'époque, c'était un club très familial. J'avais été très bien accueilli par les joueurs, par les dirigeants. On était partis tous les deux avec ma femme dans un premier temps. J'ai ma fille qui est née à Metz. Et non, on a passé 4 super années sportivement, notamment les 2 premières années où on finit 4e et ensuite 2e. On perd un titre de champion de France pour 5 buts. Non, c'était... Puis le climat, finalement, ça m'a fait bizarre le premier hiver. Ouais. Vraiment, parce que le premier hiver, à la trêve, j'étais descendu voir ma famille à Nice. Et quand on était remonté, il faisait moins 15 pour du bon, moins 15. J'avais jamais connu. Ouais. Et tout le mois de janvier, en fait, il y a eu de la neige et les températures négatives, ça fondait jamais, tout ça. On s'entraînait en salle, on s'entraînait des fois dans la neige. Et là, le premier hiver, j'ai un peu souffert. Ouais. Et après, je me suis adapté. Mais non, moi, j'ai que des bons souvenirs du FC Metz. Ouais, surtout si tu venais de Nice, que tu avais eu une fin d'hiver ou Noël autour de 10-15 degrés, comme c'est des fois le cas à Nice. Là, tu prenais... C'est ça. Non, ça, je me rappelle, j'avais laissé ma voiture à l'aéroport. Et en revenant, elle était congelée, on aurait dit. C'était une petite Opel Corsa. Ouais. Et elle était entourée de glace, de la neige. On aurait dit un bonbon glacé. Et c'était. Et puis alors, quand j'étais rentré avant de partir en vacances, nous dans le sud, on a l'habitude, quand on partait comme ça, on coupait le chauffage, Et là, j'avais coupé le chauffage de la maison quand je suis rentré. Quand on est rentré avec ma femme, il faisait 0 degré dans la maison. Dans la maison, ouais. Ah, et pendant 3 jours, on a dormi avec les couettes, les survêtes, les trucs. Le temps que la température, elle revienne. Mais on s'est fait avoir un hiver, l'hiver d'après, quand on est reparti à Nice pour les vacances, on a bien laissé un minimum de chauffage à la maison pour être tranquille. Et cette saison, alors il t'arrive en 96, c'est en 97-98 que vous faites cette saison-là. Comment ça se passe toi pour derrière cette équipe qui est en pleine euphorie, enfin qui maîtrise son sujet et qui est en euphorie? Comment toi tu vis cette saison-là derrière, alors à gérer ta défense, mais aussi à gérer ton équipe sur cette saison pleine d'euphorie? Non, mais franchement c'était top. On avait une équipe solide, on jouait bien. En plus, on avait la réussite, parce que pour faire ce genre de saison, il faut à un moment donné, il faut un minimum de réussite, mais on allait la chercher parce qu'on s'accrochait, on lâchait rien. Il y avait un super état d'esprit, un collectif fort. Non, je me suis régalé. C'est peut-être la saison la plus aboutie de ma carrière. Je lisais en préparant cet entretien que pour la concentration et les matchs qui étaient parfois longs, ça t'arrivait des fois de t'évader, de penser à autre chose, que ce soit la liste de courses ou d'emmener les enfants à l'école. On dit toujours que le gardien, même quand on est en catégorie de jeunes, des fois il y a des gardiens qui regardent le match d'à côté, on leur dit qu'il faut rester concentré et tout ça. Non, toi, c'était... Non, c'était un moyen, mais ça m'a fait toute ma carrière, ça. C'était un moyen de récupérer pendant le match, parce que quand le ballon il est loin, quand vous menez 2-0, 3-0, il n'y a plus besoin d'être concentré à 100%, à fond. Donc on peut un petit peu s'économiser. Ouais. Donc c'était moi ma façon de... Ça se faisait, mais je réfléchissais pas, ça se faisait naturellement. Tu parlais de ce dernier match et ces 5 buts qui vous séparent de Lens. Vous recevez Metz. Non, on reçoit Lyon. Lyon, non, vous êtes Lyon, vous recevez Lyon et eux ils jouent à Auxerre. On reçoit Lyon et Lens ils jouent à Auxerre. À Auxerre, il fallait qu'on gagne et que Lens perde. Et Lens, ils font un match nul à Auxerre, presque à la fin du match. Et nous, on bat Lyon 1-0, qui eux, ils jouaient la qualification pour la Coupe d'Europe. Et ce match-là, ce mano à mano de stade à stade, t'as des souvenirs encore de cette soirée-là? Cette soirée-là, elle est extraordinaire. Parce que ce soit les joueurs avant, le match, l'après-match, malgré le fait qu'on ait perdu, on avait été fêtés comme si on avait été champion. Par contre, ce que je me souviens, c'est surtout d'un match nul qu'on avait fait à Cannes. Et c'est là qu'on perd le titre, parce qu'on fait un match nul à Cannes, on doit gagner 5 ou 6-1, on fait un partout. Et c'est les 2 points qui nous ont manqué. Pour moi, le titre, on le perd à Cannes au mois d'avril. Après le FC Metz, tu signes au PSG en 2000, d'abord pour être doublure de Dominique Casagrande. Pourquoi ce choix d'aller à Paris à ce moment-là? J'avais 2 possibilités. Bon, déjà, il fallait que je m'en aille, parce que quand j'avais fait passer 4 ans à Metz, j'avais bien fait le tour, et puis je sentais que pour en progression, il fallait que j'aille voir un petit peu au-dessus.
J'avais 2 possibilités, j'avais Rennes et Paris. Mais moi, dans ma réflexion, je me suis dit, on va tenter Paris, même si c'est dur, même si au départ, c'est vrai que j'avais un rôle de doublure de Dominique Casagrande. Et puis après, c'était à moi d'aller m'imposer. Mais je me suis dit, on va tenter le plus haut possible. Et puis si jamais ça fonctionne pas, on pourra toujours revenir à un niveau un petit peu inférieur. Et je regrette pas parce que ça m'a fait vraiment, ça m'a fait du bien ces années à Paris. Ça m'a fait progresser à tous les niveaux, mais en particulier au niveau mental, au niveau gestion des événements, la pression. Et voilà, il y a eu plein de. Paris, c'est un club difficile. C'est un club qui laisse pas indifférent. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, j'ai gardé, j'ai fait le tri, donc j'ai gardé que les bons souvenirs. Mais c'est un club qui marque dans une carrière, que ce soit personnellement, mais ça marque aussi les gens, les autres personnes. Actuellement, enfin maintenant, il y a beaucoup c'est les adultes maintenant, c'est les parents, des grands-parents, voilà, quand ils me reconnaissent, c'est parce que j'ai joué à Paris. Donc c'est un club qui marque les gens. Est-ce que au niveau de la pression, tu la ressens aussi tout de suite, le fait que c'est le club de la capitale, le fait que c'est un club différent? Oui, on la ressent au quotidien. On sent qu'il y a beaucoup d'attentes. On sent qu'il faut gagner beaucoup de matchs, pas se contenter de juste, on va dire, vivoter, quoi. Il faut être ambitieux, il faut être performant de suite. Donc oui, mais c'est quand on est joueur, on va chercher ça. Hein. En fait, moi j'étais dans une période où il fallait que j'aille chercher, mettre un petit peu trouver un nouveau challenge, à mettre un petit peu en danger. Cette gestion de la pression, c'est ce qui est difficile quand tu arrives dans ces clubs-là. Là, individuellement, on ne parle pas de la pression sur le collectif, mais voilà, chaque ballon peut être disséqué, chaque arrêt peut être disséqué aussi. Comment tu le vivais ces ballons-là, ces années-là? Il faut faire un travail sur soi-même, il faut être toujours mesuré, parce qu'à Paris, si ça se passe bien, on est très vite encensé. On montait très haut, si ça se passe mal, on est très vite descendu. Et en fait, il faut toujours rester mesuré. Donc moi, j'ai eu la chance quand je suis arrivé, j'étais bien copain avec Jimmy Algerino, ça faisait 4-5 ans qu'il était à Paris, qu'il connaissait un petit peu le fonctionnement du club. Et quand je suis arrivé, il m'a bien aidé, il m'a dégrossi un peu le travail. Le contexte aussi. Ouais, il m'a bien expliqué comment ça fonctionnait, tout ça, donc j'étais à l'écoute. Et puis après, en fait, tu te fais ta propre expérience et c'est toi qui mets en place des outils pour être performant. Et puis voilà ce que je disais tout à l'heure, si on est bon, il ne faut pas se croire trop bon. Et si on est moins bon, il ne faut pas se croire non plus au fond du trou. Il faut toujours rester mesuré et confiant dans ses qualités. Ces années au PSG ont été marquées par un binôme de gardiens, Jérôme Alonso, que tu avais connu à Nice. Lui, après, était parti à Marseille, à Saint-Etienne, et il était venu au PSG. C'est quoi votre relation avec Jérôme? On était formés ensemble, mais on a toujours été en concurrence sur le terrain, mais à côté de ça, dans la vie, on a toujours fait la part des choses. On s'est toujours bien entendu. Donc, oui, quand il est revenu à Paris, moi j'étais là depuis 1 an, on a retrouvé un petit peu les mêmes repères, c'est-à-dire que sur le terrain, il fallait gagner sa place. Et puis à côté de ça, il n'y avait pas de souci, on allait jouer au golf, on jouait au tennis, on s'entendait bien, on a bien rigolé quand même. Il n'y avait pas de concurrence alors entre les hommes, c'était entre les sportifs qu'il y avait une concurrence, mais du coup comment ça pouvait se passer voilà, des fois, il y a 2 gardiens, il y a 2 hommes qui veulent la même place. Est-ce que c'était pas difficile ça fait partie du métier. Dans le football, c'est très concurrentiel. Et plus on monte au haut niveau, et plus il y a de concurrence. Donc ça, il faut quand même l'intégrer, il faut l'accepter, il faut vivre avec. Et puis après, il faut faire la part des choses. Sur le terrain, vraiment, il n'y avait pas de cadeau à faire. Il fallait travailler, être le meilleur pour jouer. Mais une fois on sortait du terrain, en plus on arrivait à un âge, déjà même quand on était jeune, au centre de formation, il n'y avait pas de souci. Alors que quand on est jeune, on est peut-être un peu plus impulsif, fougueux, tout ça, mais on n'a jamais eu de soucis. Moins de recul aussi sur les expériences de vie. Et quand on était à Paris, on avait 29, 30, donc on avait chacun de l'expérience, chacun de la maturité, donc c'est ce qui permet de bien gérer ce genre de situation, mais ça fait partie du
c'est partie du métier. Hein. Puis vous avez 2 tempéraments totalement différents. Voilà, moi je suis plutôt calme, posé. Lui, il est un peu plus, il est farfelu quand même. Genre. Il écoutera ce podcast. Concernant les entraîneurs, ils n'ont pas non plus facilité votre tâche, que ça soit sur vous avec une rotation assez souvent, des fois à l'erreur près et tout. Est-ce que c'était facile ça, que ce soit quand tu es numéro 1 ou que tu es numéro 2, de parfois varier en fonction limite du match ou de la faute de main Ouais, mais nous, on n'a pas connu ça avec Jérôme, franchement, parce que moi, les 3 premières années, moi j'ai joué, et lui, il fait... quatrième je me suis blessé à un moment donné, j'ai été blessé, j'ai eu du mal à revenir et lui c'est quand la première année où il y a Vaïd, il joue et puis il est bon et quand je reviens il est performant donc Vaïd le laisse et après j'avais regagné ma place la saison d'après. Après vous savez il y a des entraîneurs qui voient vos qualités, des entraîneurs qui voient vos défauts, mais j'ai pas le souvenir au PSG d'avoir été en concurrence vraiment la semaine. T'as gagné 2 Coupes de France, c'est quoi la recette? Ouais, la coupe, c'est particulier, hein, c'est 5 matchs. Il faut un petit peu de réussite. On était à Paris, on avait quand même une bonne équipe. Je me rappelle de la première, par contre, on avait failli se faire éliminer au premier tour. On recevait, je crois que c'était 3, et on perdait dans les arrêts de jeu, puis on gagne à la fin, par miracle. Et puis finalement, au final, on gagne en finale contre Châteauroux. Et puis voilà, et puis après 2006, moi ce que je retiens c'est surtout la finale parce que c'était un PSG-OM. C'était contre l'OM, ouais. Et puis c'est mon dernier match au PSG. Donc voilà, c'était particulier. Donc ouais, le fait que ça soit une finale PSG-OM, c'est particulier. Alors toi en plus t'es de Nice, donc il y a ce côté, il y avait double rivalité pour... Non, moi quand je suis dans un club, je m'identifie au club. C'est-à-dire que en tant que Niçois, c'est vrai que l'OM, on n'est pas amis. Entre le GC Nice et l'OM, ouais. Mais entre Paris et l'OM, on est quasiment ennemis. Donc moi j'ai senti quand je suis arrivé à Paris la première année que le premier truc qu'on va te dire c'est bon cette année Marseille, il faut les battre. Donc c'est important pour les supporters et en 6 ans des PSG-OM j'en ai gagné, j'en ai perdu, j'en ai joué. Et donc le dernier, bien sûr, je savais que c'était important. Je crois que c'était la première fois qu'il y avait une finale PSG-OM. Et il fallait la gagner. Donc on l'a gagné. Souvenir qui m'a été glissé par Jérôme Alonso. Est-ce que si c'est au-dessus du mur, c'est bien joué? Exactement. Donc ça, pour l'histoire, c'est on joue contre Chelsea. Et en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Et Drogba, il marque un super coup franc au-dessus du mur, tout ça. Et puis à la fin le lendemain, où je me rappelle plus, on fait le débrief avec Vaïd. Donc tous ensemble, on fait la vidéo, quoi. Et là, Vaïd, il me dit, mais je comprends pas, comment tu fais pour prendre un but comme ça? Et je lui explique, j'ai là, le mur, il défend cet espace. Moi, je défends l'autre espace, et quand c'est tiré au-dessus du mur, c'est bien joué. Et après, là, c'est resté. Et là, tout le monde est surpris. Il y en a quelques-uns, là, je pense que la façon dont je le dis, ça fait rigoler quelques-uns. Et c'est resté, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que quand un gardien, dans cette situation-là, prend le but au-dessus du mur, il peut pas grand-chose. Et tu le dis comme ça parce que tu te sens piqué de la remarque, ou toi tu le dis naturellement? Non, j'explique. Non, parce que l'entraîneur m'a dit, je comprends pas comment on peut prendre un but comme ça. Bah, s'il comprend pas, je vais lui rendre l'explication. Donc je lui explique ma façon de voir les choses. Et je pense que j'ai raison. Le groupe de gardiens fonctionnait bien au PSG sur ces années-là, vous deux, que ce soit sur des références de films ou des chansons. C'était important d'avoir cette relation parce que des fois, c'est vrai que 2 gardiens qui s'entendent pas, ça peut se ressentir sur le groupe. J'ai reçu des gardiens ici qui me disaient, bah voilà, avec ce gardien-là, c'était compliqué et automatiquement, le groupe le sent. Même si on est notre groupe à nous de gardiens de but, le groupe le sent. Toi maintenant qui es entraîneur en plus, comment tu juges ce groupe de gardiens dans un groupe et l'ambiance qu'il doit y avoir dans ce groupe de gardiens ou de gardiennes? Ouais, c'est important que ça se passe bien. Nous, ça s'est toujours bien passé. Avec Jérôme, ça s'est bien passé, mais quand j'étais à Metz avec Dédé Biancarelli, on a travaillé pendant 4 ans, ça s'est super bien passé. Quand je suis revenu après à Nice, pareil, que ce soit avec Hugo ou David Ospina. Mais pour que ça se passe bien, il faut avoir affaire à des gens intelligents.
C'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut savoir faire la part des choses entre le terrain et la vie normale. C'est-à-dire qu'on lutte sur le terrain, mais il faut rester honnête, il faut rester positif, mesuré, et voilà. Mais moi, ça s'est toujours bien passé avec tout le monde. Avec le recul par rapport aux joueurs que vous avez au PSG sur cette période-là, on ne connaissait pas encore le PSG qui dominait, comme on l'a vu là depuis l'RQSI, mais est-ce que c'est compliqué à Paris, avec la pression, avec l'environnement, avec les attentes qu'il y a, de performer? Est-ce que c'est plus difficile de performer à Paris, alors qu'avec la même équipe, ça pourrait bien fonctionner à Nantes, ailleurs? Non, ce qui est différent à Paris, c'est qu'il y a une pression, et puis après, il y a la vie parisienne, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui arrivent à Paris et qui, de temps en temps, pensent qu'ils sont arrivés qu'ils ont atteint leur objectif, c'était de jouer à Paris. Non, c'est pas ça. L'objectif, c'est pas de jouer à Paris, l'objectif, c'était de gagner à Paris. Donc moi, j'ai vu beaucoup de joueurs arriver qui étaient performants en province, et arriver à Paris et partir en vrille complètement, ou s'effondrer complètement, parce que c'est Paris, beaucoup plus de pression médiatique, parce qu'il y a la vie parisienne autour, parce que il y a voilà, donc c'est un contexte particulier, c'est le club de la capitale. Concernant l'équipe de France, alors ça commence avec les espoirs et les Jeux de 96. T'as quel souvenir des Jeux Olympiques? C'était déjà toutes les années, les jeunes années, disons, ce sont des bonnes années. Les JO, c'était particulier parce qu'on avait lutté quand même pour se qualifier. Ça n'avait pas été facile. Et j'étais mitigé parce que on jouait à Miami, à Atlanta, et à Orlando, les phases de poule. Donc on n'avait pas pu faire la cérémonie d'ouverture. On avait fait une préparation à côté d'Atlanta, à l'université d'Auburn, où là on avait ressenti un petit peu l'esprit JO, parce qu'on était avec les boxeurs, avec des gymnastes, avec le ping-pong. Donc là on avait ressenti le truc, mais après on s'était retrouvé un petit peu isolé à Miami. Et puis on passe les poules, on arrive en quart, et là on perd en quart contre le Portugal. Sur un but en or. C'était la première compétition qui testait le but en or. Et on prend un penalty dans les prolongations. Et en fait, je suis le premier gardien à avoir pris le but en or. Parce que c'était le premier quart de finale de la série. Et on perd sur le but en or. Alors là, c'est pareil. C'est un match, on fait 1-1 en temps réglementaire, mais on doit gagner, je sais pas combien on a d'occasions pour marquer, et on doit passer tranquillement. Et si on avait été en demi, là, à ce moment-là, on aurait été à Atlanta. On aurait joué les demi-finales et les deux finales, ou bien premier, deuxième, ou bien troisième, quatrième, à Atlanta, et on aurait pu faire au moins la cérémonie de clôture. Et puis c'était la ville qui recevait les Jeux. Ça. Et là, du coup, on perd en quart. Le lendemain, on partait, quoi. Donc, on prenait l'avion, on rentrait en France. Donc, ça reste un bon souvenir. Mais c'est toujours mitigé. C'est pour ça que, secrètement, j'aimerais bien faire les JO aux États-Unis, en plus. Aux États-Unis, en 2028. Par rapport à ça, c'est tes débuts en équipe de France. Après, tu vas découvrir les A. Ça impressionne, l'équipe de France? Ah oui, ça c'est sûr. Quand on arrive, moi la première fois, c'était je pense, octobre 96, me retrouver avec des joueurs que je voyais à la télé, qui c'était des grands joueurs, de me retrouver dans un groupe comme ça, c'est impressionnant, en effet. Sur cette période-là, vous êtes plusieurs gardiens avant la Coupe du Monde 98. En plus, à un moment donné, Bernard Lama, lui, est suspendu. Donc, il y a de la place qui se fait derrière la fameux Barthez, ce timing-là. Toi, tu es performant à Metz. Tu es un des meilleurs gardiens du championnat à ce moment-là en Ligue 1. C'est naturel pour toi d'aller en équipe de France par rapport à tes performances. Et puis, il y a ce match, Russie-France. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est seulement ce match-là qui joue sur la sélection finale, ou c'est global? Alors, on le saura jamais. Ça m'a pas aidé en tout cas. Mais c'est vrai que dans ces 2 ans là, entre 96 et 98, j'étais souvent appelé. Alors à l'époque, ils appelaient pas 3 gardiens, il n'y en avait que 2, donc c'était souvent derrière Fabien ou derrière Bernard, quand il y avait, en fonction des blessures, des suspensions. Et j'avais discuté avec Philippe Bergerot, parce que ça a été mon entraîneur au PSG après, donc quelques années après, on avait discuté du choix. Et en fait, il m'avait dit, non, mais l'erreur, c'est vrai que ça t'a pas aidé,
mais on estimait que Lionel Charbonnier, dans le trio, il aurait plus apporté que moi. Donc l'erreur m'a pas aidé, mais je suis pas sûr que ce soit uniquement ça qui m'a empêché de faire la Coupe du Monde. Et par rapport à ce contrôle raté, ça te bouscule vraiment, parce qu'après, en plus, en championnat, tu as un autre ballon peu de temps après. Est-ce que ça t'a impacté vraiment Ça a été dur parce que, en fait, c'est mal tombé, parce que le mardi ou le mercredi, on jouait à Moscou, et le samedi ou le dimanche, on recevait Lens. Et en fait, cette erreur-là, ça m'a impacté sur le match de Lens. C'est-à-dire que j'ai pas été bon après, et on perd chez nous contre Lens. Et par contre, de suite après, Lens, je me suis remis dedans, et j'ai fini super bien la saison. Mais ça a été une période, ça s'est fait en 4 jours, hein. Et ces 4 jours-là, ils ont été lourds de conséquences. Sans forcément parler d'un cas spécifique, comment, quand on est gardien, on se remet d'une désillusion, que ça soit individuelle ou collective? Il faut, en fait, on se réfugie beaucoup dans le travail. Il faut arriver à switcher rapidement, mais c'est pas facile. Donc c'est beaucoup d'efforts mentaux. Il faut se parler à soi-même. Il faut se persuader que le match d'après ça va aller. Et puis il faut passer à autre chose surtout. Est-ce que tu penses que l'impact visuel d'une erreur en équipe de France, ça peut casser un lien, même dans l'imaginaire du grand public? Il y a des gardiens qui ont fait une erreur en équipe de France et on les a moins revus après. Au-delà du niveau, ton niveau c'était le même malgré ce contrôle raté, mais est-ce que dans l'imaginaire, le fait, ça peut avoir un impact plus fort même que l'erreur? Ça dépend de quand tu fais l'erreur. Si tu fais l'erreur après 80 sélections... ça va. Mais si tu fais l'erreur dans tes 10 premières sélections, là, ça peut avoir... Et puis ça va pas rater, je suis pas le seul. Hein. Il y a eu plein de gardiens qui, sur leur première sélection, ont fait des grosses erreurs et ils ont disparu. Donc il y a des moments où il faut pas faire d'erreur. C'est comme quand tu commences une carrière en Ligue 1 avec tes jeunes gardiens. Si au bout de 10 matchs, tu as fait une grosse erreur, 2 matchs moyens, là, ça commence à... Par contre, si au bout de 10 matchs, tu as montré beaucoup de solidité, là, c'est bon, c'est parti. Donc, il y a des périodes charnières à tous les niveaux. Dernier petit passage sur l'équipe de France, 98, tu es dans la liste, dans la grande liste élargie pour la Coupe du Monde. Comment vous apprenez que vous n'êtes pas pris et avec ton recul maintenant d'entraîneur, est-ce que tu verrais les choses différemment? Alors comment ça se passe? C'est qu'on fait un stage à Tignes où on est tous ensemble, je crois qu'on était 28, c'est ça, 28. Un stage à Tignes, on fait une semaine à Clairefontaine, et puis la fin de la semaine, la semaine d'après, je crois qu'il fallait donner la liste des 22, ils partaient faire un stage un match amical au Maroc ou je sais plus quoi, donc en fait, plus ça s'approchait, on savait que la date butoir, elle approchait, et bon, moi je savais que j'étais en concurrence avec Lionel Charbonnier, parce qu'il y avait Barthez, Lama, et donc on s'entraînait, on faisait le maximum, et puis on attendait de savoir un petit peu comment ça allait se passer. Puis comment ça se passe, c'est qu'un soir, on est convoqué dans la chambre du coach, Aimé Jacquet, et puis là, on est les 6, et avec tout le staff. Donc on a compris, et moi je suis rentré dans la chambre, j'ai vu que c'était le moment. Il y avait le nombre de joueurs qui correspondaient, voilà, il y avait le donc staff. après, ça s'est plus ou moins bien passé. Ça a été un petit peu houleux, mais moi j'étais jeune, donc moi j'ai rien dit, j'ai écouté, et puis il nous avait donné le choix ou de dormir encore à l'hôtel, enfin au château, ou partir de suite. Et puis il y en a certains qui voulaient partir de suite, donc finalement on est tous partis de suite. Donc en fait moi je suis rentré à Metz dans la nuit, escorté amené par un gars de la sécurité, donc il avait fait 3 heures de voiture pour me ramener à Metz. Et puis après, le lendemain matin, j'étais chez moi à Metz et j'ai préparé mes affaires pour partir en vacances. Voilà. La Coupe du Monde, tu l'as suivi un peu? Oui, bien sûr. Oui, parce que je suis parti en vacances. Et puis après, quand je suis revenu pour recommencer la saison avec Metz, c'était le moment des... J'ai pas vu les matchs de poule, mais à partir des 8e de finale, j'avais repris l'entraînement avec Metz. Oui, donc j'étais là, j'ai regardé, j'ai même été assisté à la finale
on nous avait invités. Donc j'étais à la finale, ça m'a fait plaisir d'y aller, j'étais content pour eux. Ouais. Franchement, voilà, c'est après que j'ai eu un contre-coup, c'est septembre, octobre de la saison d'après où j'ai un petit contre-coup par rapport à tout ce qui s'était passé. En plus avec Metz, on se fait éliminer du tour préliminaire de la Champions League. Et puis voilà, puis après après tout est rentré dans l'ordre, et puis on est reparti. C'était contre-coup quoi, de repenser à oui, un peu de déception de l'été. Un peu tout, de se rendre compte qu'on n'est pas champion du monde avec tout ce que ça comporte. Et puis Metz, on se qualifie pas pour la Champions League, l'équipe s'était affaiblie, enfin début de saison moyen. On rentre un peu dans le rang en fait. Moi j'avais vécu 2 ans à Metz, fait 4e, 2e, l'équipe de France, elle est touchée presque une participation à la Coupe du Monde, et puis là on se retrouve à jouer 7e, 8e place, voilà, on a eu un peu de... on retombe un petit peu quoi. Et puis après il faut travailler pour repartir. On va passer à ta carrière d'entraîneur des gardiens. Elle commence un peu, alors tu me dis si je me trompe, mais quand tu reviens à Nice en 2007, il y a un jeune gardien à l'époque à l'EVC Nice qui est Hugo Lloris. Toi tu reviens, pourquoi tu reviens à Nice à ce moment-là, sur cette année 2007, après, alors Glasgow, tu as fait une petite parenthèse à Glasgow, mais tu reviens à Nice, pourquoi ? Déjà parce que ça se passait pas bien à Glasgow, que Glasgow voulait que je m'en aille. En fait, il y a un concours de circonstances parce que à Nice, Hugo commençait. Doublure, c'était Damien Gregorini. Et Damien voulait partir. Donc il a une opportunité de partir à Nancy. Et Nice cherchait une doublure. Moi, ça se passait moyen à Glasgow. Donc j'ai réussi à résilier mon contrat à Glasgow et revenir à Nice pour terminer la saison déjà 2006-2007. Et puis après, j'ai accompagné Hugo pendant la saison d'après, mais j'étais pas entraîneur des gardiens. Non, mais quand tu parlais, c'est pour ça que je parlais d'accompagnement. C'était le gardien plus expérimenté avec un jeune gardien. Mais oui, c'était entraîneur des gardiens après. Mais est-ce que tu avais aussi, t'étais doublure, t'as joué la saison d'après en tant que numéro 1, mais est-ce que tu avais déjà un peu ce rôle ou cette fibre d'accompagner le jeune gardien Oui, quand je suis rentré, c'était le rôle que me demande de faire le GC Nice. L'entraîneur des gardiens, c'était Bruno Valancoli. Je pense que pour Nice, j'étais une sécurité, parce que comme Hugo commençait, il devait se dire, on sait jamais. Et puis après, Hugo, il les a vite rassurés, et puis ça s'est bien passé. Et non, mais j'étais... dans ce rôle-là d'accompagnant, en fait, il faut juste être à l'écoute du gardien, être là si... déjà être, clair, c'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, le premier jour que je suis arrivé, j'ai discuté avec Hugo pour vraiment lui expliquer que le club me faisait venir en tant que doublure et que j'allais pas tout mettre en place pour lui prendre la place ou qu'il pouvait avoir confiance en moi. Bon, ça c'était des paroles, mais après ça a été prouvé par les actes. Et puis s'il avait eu des questions, s'il avait eu des trucs comme ça, j'étais là pour répondre à ces questions. Mais bon, déjà tu sentais que déjà beaucoup de qualité dans le but et puis une grosse maturité, donc il n'y a pas eu grand chose à faire. Et quand tu es à l'entraînement au quotidien avec lui, qu'est-ce qui t'impressionne chez lui, chez le jeune Hugo Lloris? Déjà tout ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait très vite, donc une vitesse gestuelle, une tonicité, explosivité, un courage aussi, et puis mentalement grosse force mentale, donc de suite on voit que il a quand même beaucoup de cordes à son arc. Toi ensuite tu joues la saison 2008-2009, le début de la saison 2008-2009. Là tu redeviens numéro 1. Est-ce que ça change quelque chose dans ton approche de la saison, peut-être même sur les entraînements, sur la préparation? Tu sais que tu vas la débuter alors que tu avais été numéro 2 avant. Est-ce que ça change quelque chose dans ton approche de cette saison-là? Non, en fait, c'était ça, pareil, c'était prévu. C'est-à-dire que quand Hugo est parti à Lyon, Nice a recruté David Ospina. Comme c'était un jeune colombien qui arrivait, il fallait le temps qu'il s'adapte. Il m'a demandé de jouer la première partie de saison. Et après, je laissais ma place sur la deuxième partie de saison. Donc, à partir du moment où j'ai repris mes habitudes, en fait. On vit pas la même chose quand on est numéro 2 que numéro 1. Mais moi, les 3/4 de ma carrière, j'ai été numéro 1, donc ça n'a pas été difficile de me replonger dans la peau
d'un numéro 1, puis ça s'était très bien passé. Et au niveau du rythme et des repères, est-ce que ça se perd sur cette période où tu as peu joué, tu avais joué une vingtaine de matchs sur les 2 dernières années? Non, pas avec l'expérience que j'avais, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Les repères des gardiens, il faut toujours 2-3 matchs enchaînés pour que ça revienne. Donc c'était revenu naturellement. Ensuite, à Nice, tu poursuis en tant que numéro 2. Et en 2012, tu deviens entraîneur des gardiens. Tu as connu plusieurs entraîneurs des gardiens, Claude Puel, Lucien Favre, Patrick Vieira, quand tu étais chez les pros. Tu avais ta philosophie d'entraîneur des gardiens. La question purement globale dans un staff, comment tu t'adaptais avec leurs demandes qui pouvaient être différentes? Comment, toi, entraîneur des gardiens, tu apportais ce que toi, tu étais convaincu et pour répondre aussi au staff global? Ouais, en fait, c'est ça, il faut s'adapter. Donc, avec Claude, il avait une vision précise des gardiens de but, parce qu'en plus, il aimait le poste. Et puis, au début de sa carrière d'entraîneur, il avait été adjoint, il s'occupait des gardiens. Enfin, okay. Donc, on échangeait beaucoup sur le rôle des gardiens, sur l'entraînement, sur pas mal de choses. Donc, moi, ça m'allait parfaitement. Après, oui, moi, j'avais une méthode qui était beaucoup tirée de mon expérience d'ancien joueur, et puis aussi des différents diplômes d'entraîneur que j'ai passés. Donc, avec Claude, on était vachement dans l'échange, dans le dialogue. Lucien, lui, le premier jour où il est arrivé, il m'a dit, moi, les gardiens, je comprends pas grand chose, donc tu fais un peu ce que tu veux. L'important, c'est qu'ils soient bons. Bon, écoute, pas de souci, Lucien. Donc, j'ai fait comme je voulais, ils ont été bons, ça s'est bien passé. Et puis, Patrick, il s'est pas trop occupé des gardiens non plus, il m'a laissé gérer. Avant de parler des filles de l'équipe de France, on va passer au podium de ta carrière. C'est les 3 images fortes. Si tu devais en mettre une à la 3e place. Oh là. La 3e place. Oh là. Tiens, on va dire mon dernier match avec Nice. Parce que j'ai la chance de finir à Nice, au Stade du Ré. Et c'était la demi-finale de la Coupe de France contre Lille. Alors on perd 2-0 sur le match, il n'y a pas photo. Lille, c'est l'année où ils font le doublé. Ouais. Donc là, il n'y a pas photo, mais c'était mon dernier match. Et le stade était plein, c'était une belle fête, il faisait beau, enfin, c'était sympa. À la 2e place. À la 2e, c'est la finale PSG-OM. Et à la 1re place? Et à la 1re place, c'est global, c'est l'année de la montée avec Nice, donc 93-94, parce que la majorité de l'équipe, on était issus du centre de formation, puis on était encadré par des vieux briscards. Et cette année-là, c'est ma première saison en tant que titulaire. On est champion de France de D2 avec la majorité des jeunes du centre pour lequel vous connaissez depuis. C'est ça qu'on a été formés ensemble, on avait vécu des années ensemble. Donc ça, c'est mon meilleur souvenir. Concernant l'équipe de France féminine, première question, ça t'a fait quoi de revenir à Clairefontaine au mois de novembre l'année dernière? En fait, ça m'a fait plaisir déjà. Et puis, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et comment ça s'est fait par rapport à Laurent Bonadei C'est pareil, c'est un concours de circonstances. Moi, j'étais en fin de contrat à Nice au mois de juin, donc j'ai pas été prolongé. Et puis, quand Laurent a pris l'équipe, il avait son staff, et puis Gilles décide de suivre Hervé en Arabie Saoudite. Gilles Foeuf qui s'occupait des gardiens avant. Depuis des années. Et il décide de suivre Hervé en Arabie Saoudite. Du coup, Laurent a besoin d'entraîneur des gardiens. Il sait que moi, je suis libre. On est resté en contact. Et il m'appelle et ça s'est fait rapidement parce que moi, c'est un truc qui m'intéressait parce qu'après toutes ces années à Nice, je voulais faire quelque chose que j'avais jamais fait. Et la sélection, j'avais jamais fait. Et puis alors encore plus dans le football féminin. Parce que Laurent a été à Nice, a entraîné les équipes de jeunes à Nice. Et la différence du coup entre l'entraîneur des gardiens de club et de sélection, c'est quoi la principale différence? C'est complètement différent parce que c'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout le même rythme parce qu'on se retrouve en rassemblement, on va dire 10-12 jours toutes les 6 semaines ou 2 mois. Et entre les deux, il y a quand même beaucoup de travail de relation avec les gardiennes, d'observation de matchs, que ce soit des gardiens qui jouent en championnat, plus les adversaires à étudier. Il y a donc tout ce travail-là à mettre
organiser et mettre en place, parce je suis chez moi, je suis tout seul, donc c'est moi qui dois m'organiser. Donc il a fallu que je mette ça, que je prenne un petit peu ça en compte, que je mette ça en place. Mais là, je trouvais mon rythme. Et concernant ta découverte du football féminin, quelle image t'en avais avant de le côtoyer réellement? Et est-ce qu'elle s'est confirmée après avoir vécu des entraînements, des matchs dans le staff? Je ne connaissais pas bien le football féminin. Je regardais les matchs de haut niveau, en fait. Donc quand il y avait une grosse compétition, Coupe du Monde, Championnat d'Europe, Jeux Olympiques, je regardais les matchs. Moi, l'image que j'avais, c'est que à ce niveau-là, le jeu était plaisant à voir. Donc je regardais volontiers les matchs. Après, je connaissais pas le niveau de la Ligue 1 Arkema. Je connaissais pas les rapports que ça peut avoir un entraîneur avec les joueuses. Mais j'apprends au fur et à mesure. Et puis je trouve que c'est vachement agréable en fait. Et est-ce qu'il y a une différence avec les garçons? En fait, il faut pas comparer. Voilà, c'est le premier truc que j'ai appris, c'est qu'il faut pas comparer le football masculin et le football féminin. C'est deux choses différentes, mais c'est du haut niveau. Les deux sont du football de haut niveau. J'ai trouvé un contenu de la fédération en préparant cet entretien sur YouTube. C'est une séance d'entraînement avec toi. C'est ta première séance, je crois. Il y a un travail de placement où tu demandes aux gardiennes d'être plus haut dans le but. Tu les questionnes. On voit que vous vous questionnez. Et Constance te dit, oui, moi, si je suis plus loin du ballon, je me donne du temps. Et toi, tu expliques qu'en étant un peu plus haut, et est-ce que ça, du coup, c'est des différences peut-être même de formation, mais dans l'échange, est-ce que toi, ça t'a un peu modifié ta façon de penser ces situations-là? Comment ça se passe, ces échanges-là? Bah oui, parce que c'est des particularités du football féminin, donc il faut être... Moi, j'arrive, je découvre, il faut que je m'adapte aussi. Donc c'est pour ça moi, je suis beaucoup dans l'échange, j'ai besoin de savoir... Parce que pensent les gardiens sur telle ou telle situation, dans telle ou telle position. Moi, je donne toujours un avis, on va dire, et puis après, de manière, c'est elle qui joue. Donc toi, tu leur préconises encore d'être un peu plus haute sur le terrain pour boucher l'angle? Ou parce qu'elle préfère, comme elle le disait dans la vidéo, Constance, c'est d'avoir, peut-être, c'est une seconde le fait d'être 3 mètres après, mais ça... C'est ça, mais en fait, moi, je donne des pistes. Après, elles essayent. Si ça leur convient, elles continuent. Si ça leur convient pas, elles reviennent à ce qu'elles savent faire. Et j'y vois aucun inconvénient. L'important, c'est qu'elles soient performantes. Toi qui es au quotidien avec les gardiennes, elles sont beaucoup critiquées, peut-être même plus que les joueuses de champ sur notamment l'aspect technique. Toi, tu avais cette qualité technique qui a été reconnue pendant ta carrière. Quel est ton avis purement techniquement, sur le niveau des gardiennes? Il est très bon. Moi, à mon avis, le niveau gardienne est très bon. On sent qu'il y a un travail qui est fait dans les clubs, on sent qu'il y a un travail qui est fait à la Fédé au niveau de la formation. Les gardiennes, elles sont toutes bien formées, elles n'ont pas de gros défauts techniques. Après, ce qui est difficile pour elles, c'est qu'elles défendent le même but que les garçons. Et moi, je prends toujours l'exemple du PSG. Au PSG, chez les garçons, il y a Donnarumma. Chez les filles, il y a Marie Herbst. Elles défendent les deux défendent le même but. Donc, il y a quand même alors que physiquement, il y a une différence. Il y a quand même une différence. Mais non, moi, j'ai pas été surpris du niveau, parce que je regardais les matchs de haut niveau, donc que je voyais qu'il y avait de la qualité. Mais le fait de les avoir au quotidien, d'aller voir les matchs, de voir des matchs aussi des gardiennes étrangères sur des matchs de Champions League ou les équipes nationales étrangères, tout ça, je trouve qu'il y a des bonnes gardiennes et que les gardiennes françaises, elles font partie des meilleures gardiennes. Concernant l'Euro, quelles sont les ambitions des Bleus là-dessus? Et puis après, on parlera des gardiennes. Mais voilà, comment vous l'abordez? Cet épisode, il est diffusé début juin. Dans un mois, l'Euro aura commencé. Quelles sont les ambitions des Bleus pour cet Euro? Les ambitions, c'est de faire le mieux possible. Et quand on commence un tournoi comme ça, le mieux possible, c'est de le gagner. Après, on est conscient que ça va être très difficile, parce que rien que déjà dans notre groupe, on a des équipes, l'Angleterre, on a les Pays-Bas, les Pays de Galles. Il n'y a pas une équipe là qui sera facile à jouer.
Concernant la gardienne, comment vous abordez cet euro-là? Il y a eu des changements ces dernières années, au gré des coachs, au gré des performances. Quelle est ta vision là sur cet euro? Déjà, le choix, c'est toujours l'entraîneur qui fait le choix. Mais là, sur les derniers matchs, les 4 derniers matchs d'élimination, c'est Pauline qui a joué. Il n'y aura pas de surprise. C'est elle qui va débuter l'Euro. Voilà. Après, derrière, on est en sécurité parce qu'on a Constance qui est une très bonne gardienne. Et là, avec nous, sur ce stage, on a Justine. Voilà. Le trio, pour l'instant, est performant et complémentaire. Pauline, en quelques mots, si tu devais la décrire. Elle est originale, mais elle a vraiment, c'est une bonne personne. Et pour moi, ça fait partie des meilleures gardiennes européennes. Voilà, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, j'en vois beaucoup, depuis quelques mois, des gardiennes. Et Pauline, c'est vraiment une très bonne gardienne. De partout où elle va, elle gagne. Là, elle a encore gagné avec la Juve. Elle fait le doublé Coupe Championnat. Après, oui, la personnalité, elle est originale, mais elle est attachante, comme la majorité des filles. Hein. Donc, oui, c'est quelqu'un de... J'aime bien. Oui. Merci beaucoup, Lionel. De rien. On va passer au face-à-face. Une question, une réponse. Attends, mais une longue réponse? Non, tu verras les questions, c'est rapide. D'accord, ok. Ton plus bel arrêt? Mon plus bel arrêt, je crois que c'est un arrêt que j'avais fait sur un PSG-OM, à la fin du match, là, sur une reprise de je sais pas qui. Mais j'avais fait un arrêt à droite, là, à main ferme. Ce qui te fascine chez les gardiens et les gardiennes? Ce qui me fascine, c'est la capacité à jouer longtemps au très haut niveau. Ce qui t'énerve chez un gardien? Le cinéma. La charnière la plus forte devant toi? Je crois que ça a été Castendutch, Rigobert Song. Pissaladière ou Soka? C'est compliqué, là. Pissaladière de ma mère, on va dire. Nissa Labella ou Oville-Lumière? Nissa Labella. L'attaquant le plus coriace? Un qui m'a fait souffrir, c'est Rai. Ton modèle? Alors quand j'étais jeune, c'était Dédé Amitrano, à Nice, et Joël Batz en équipe de France. L'exercice que tu détestais? Que je détestais, c'était tout ce qui était coordination avec les mains, avec les couleurs rouge, vert, bleu. Je confondais tout. Ton geste préféré? Alors, c'est mon geste préféré, c'est une belle sortie aérienne. 4 sélections en équipe de France. T'aurais voulu en avoir plus, ou c'est déjà ça? Je crois que c'était mon niveau. Tu maîtrises la prononciation de The de Jean-Pierre Bacry dans Le Goût des autres? The. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien? Philippe Bergerot, au PSG. Le conseil que tu donnerais au Lionel Letizzi né à Nice? On change rien. Hein. Merci beaucoup, Lionel. On a retracé ta carrière et on s'est projeté sur l'Euro, sur ton nouveau poste au sein de l'équipe de France. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci, c'est gentil. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir tous les autres entretiens. Plus de 20 invités ont déjà partagé les coulisses de leur carrière en Ligue 1, en Ligue des Champions, à l'étranger, lors d'une Coupe du Monde ou au JO. Et puis, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis, à tous les fans de sport pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure. Vous le savez bien, le gardien doit parfois encaisser des chocs, mais autant ne pas les sentir passer. C'est pourquoi Decathlon a pensé à nous avec son sous-maillot de protection dédié aux gardiens. Vêtements hyper respirants, mousse de protection au coude et toujours avec une totale liberté de mouvement. C'est le sous-maillot parfait conçu par des gardiens pour les gardiens. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien du sous-maillot dans la biographie du compte sur les réseaux sociaux de la Voix des Gardiens. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Decathlon de soutenir le podcast et de vous avoir proposé ce nouvel épisode.